Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va jouer les détectives, mais pas n'importe lesquels, des détectives géologues. Notre mission? Reconstituer l'histoire absolument incroyable de notre planète, une histoire qui est écrite directement dans les roches. C'est un sujet passionnant et surtout c'est un thème majeur du programme de spécialité SVT, avec un type de raisonnement qui est fondamental pour le bac. Alors, pour commencer, je vous lance une idée, une question un peu folle. Et si les Alpes, ces montagnes majestueuses, n'étaient en fait qu'un immense cimetière? Un cimetière d'océan? Ça paraît dingue, non? Eh bien, cette seule question, c'est la porte d'entrée sur toute l'histoire de la tectonique des plaques. C'est le début de notre enquête et on va la résoudre pas à pas. Pour démêler cette affaire, il faut revenir au tout début, au premier enquêteur qui a eu une intuition folle en regardant une carte du monde. Il s'est dit « Et si tout ça avait bougé ?» Cet homme, c'est Alfred Wegener. C'est lui qui met le doigt sur le premier indice. Wegener, il a une idée de génie, la dérive des continents. Il observe que les côtes de l'Afrique et de l'Amérique du Sud s'emboîtent parfaitement, comme les pièces d'un puzzle géant. Il propose donc que les continents flottent et se déplacent. C'était révolutionnaire, mais il y avait un énorme problème. Il ne pouvait pas expliquer comment. Quel moteur pouvait bien pousser des continents entiers? Ça va rester un mystère pendant des décennies. Bon, avançons dans l'enquête. Si les continents bougent, ça veut dire qu'ils peuvent s'écarter. Et quand ils s'écartent, que se passe-t-il entre les deux? Un océan se forme. Mais comment? Pour le comprendre le mieux, c'est d'aller voir là où ça se passe en ce moment même. On va se rendre sur une véritable scène de crime géologie. Regardez ça, on est dans le rift est-africain. Ici, sous nos pieds, un continent est littéralement en train de se fracturer, de se déchirer en deux. Des endroits comme le rift d'Assal à Djibouti sont des laboratoires à ciel ouvert pour les géologues. C'est là qu'on peut observer en direct les premières étapes de la naissance d'un océan. Alors comment ça se passe concrètement cette déchirure? C'est un processus en 3 temps. D'abord, imaginez qu'on tire sur la croûte continentale de chaque côté. C'est l'étirement. Comme un chewing-gum, en s'étirant, elle devient plus fine. C'est l'amincissement. Et à force de tirer, elle finit par casser. C'est la fracturation. Des failles se créent et toute la partie centrale s'effondre. C'est ça un rift. Une immense vallée d'effondrement. Et quand ce processus va jusqu'au bout, que l'eau envahit le rift et qu'un véritable océan naît, que deviennent les bords? Eh bien, ils se calment. Plus de volcans, plus de séismes. Ils deviennent ce qu'on appelle des marges passives. Ce sont en quelque sorte les cicatrices de la déchirure originelle, les témoins silencieux de la naissance de l'océan. Ok, donc on a vu comment un océan peut naître. Mais l'histoire est un cycle. Ce qui s'ouvre peut aussi se fermer. Et c'est là que notre enquête sur les Alpes reprend tout son sens. Car lorsqu'un océan disparaît, il ne s'évanouit pas sans laisser de traces. Au contraire, il laisse des indices spectaculaires cachés au cœur des montagnes. C'est ce qu'on va chercher maintenant. Et la preuve ultime, la pièce à conviction numéro 1, c'est ça, une ophiolite. Retenez bien ce mot. Une ophiolite, c'est tout simplement un bout de plancher océanique, avec ses roches caractéristiques, péridotite, gabbro, basalte, qu'on retrouve perchées à des milliers de mètres d'altitude, au milieu d'un continent. C'est la signature, la preuve formelle qu'un océan a existé ici, puis a disparu. Alors, comment un bout d'océan peut-il se retrouver au sommet d'une montagne? Il y a 2 scénarios possibles. Le premier, le plus simple si on peut dire, c'est l'obduction. Imaginez la collision. Normalement, la croûte océanique, qui est plus dense, devrait plonger sous le continent. Mais parfois, un fragment de cette croûte est comme raboté, arraché, et il vient chevaucher le continent. Il est poussé par-dessus. Mais il y a un deuxième scénario, beaucoup plus complexe, et c'est celui qui nous intéresse pour les Alpes. C'est la subduction suivie d'exhumation. Là, l'histoire est différente. La croûte océanique plonge bien sous le continent, elle s'enfonce très profondément dans le manteau. Pendant ce voyage, la pression est tellement énorme qu'elle transforme complètement ces roches. Et c'est seulement après que des fragments de cette croûte transformée sont recrachés, exhumés et ramenés à la surface. Un aller-retour incroyable. Mais alors comment on fait la différence entre les deux? La réponse est dans les minéraux. Ils sont de véritables mouchards. Certains minéraux ne se forment que sous des pressions ou des températures bien précises. En les analysant, on peut reconstituer le parcours pression-température de la roche. C'est son empreinte digitale qui nous raconte tout son voyage. Et ce qui est génial, c'est que ces indices qu'on trouve localement dans les Alpes ou ailleurs, eh bien, en les assemblant, on peut reconstituer l'histoire globale. On passe de l'enquête locale à la fresque planétaire, la valse des continents à travers les âges. C'est un travail de patience incroyable. En étudiant les ophiolites, les marges passives, les anciennes chaînes de montagnes, partout sur le globe, les scientifiques peuvent remonter le temps. Ils redessinent littéralement les cartes de la Terre telle qu'elle était il y a des centaines de millions d'années. C'est ça, la paléogéographie.
Et tout ça a mené un géologue, John Tuzo Wilson, à une idée brillante, l'idée d'un grand cycle. En gros, les continents ne font pas que dériver au hasard. Ils se rassemblent pour former un supercontinent comme la Pangée, puis ils se fracturent, des océans naissent, ensuite ces océans vieillissent et finissent par se refermer, ce qui provoque de nouvelles collisions, jusqu'à l'assemblage d'un nouveau supercontinent. Et la boucle est bouclée. Bon, tout ça, c'est la grande histoire. Mais concrètement, pour le bac, comment ça se traduit? Comment on utilise toutes ces connaissances pour analyser un document et construire un raisonnement? C'est le point clé. Alors, prenons un exemple type, un grand classique de sujet de bac. Voilà, on est devant un sujet typique. On a un document, ici un diagramme pression, température, temps pour une roche des Alpes, un métagabbron. La question est simple, raconter l'histoire de cette roche. C'est un vrai travail de détective, il va falloir faire parler le document. Premier point, on regarde le point de départ, il y a 160 millions d'années. La roche est un gabbro. Connaissance du cours, un gabbro, c'est une roche de la croûte océanique formée au niveau d'une dorsale. Le diagramme le confirme, on est à basse pression et basse température. Donc cette roche est née tranquillement au fond de l'océan alpin. Ensuite, que nous dit le diagramme? Le chemin de la roche part vers les hautes pressions, mais à des températures qui restent relativement basses. C'est la fameuse trajectoire HPBT. On voit apparaître des minéraux spécifiques, la glaucophane qui signe le faciès schiste bleu, puis le couple grenat-amphacite qui signe le faciès éclogite. Ça, c'est la preuve irréfutable. Cette trajectoire, ces minéraux, c'est la signature d'une subduction. Et voilà comment on construit la réponse pour le bac. C'est une méthode en 3 temps qu'il faut absolument maîtriser. 1. L'indice. J'observe dans le document des minéraux comme le grenat et l'amphacite. 2. L'interprétation. Je sais que ce métamorphisme de haute pression est la signature d'une subduction. J'en déduis donc que la roche a été subdute. 3. La conclusion. Donc cet ophiolite prouve qu'un océan s'est refermé avant la formation des Alpes. C'est le fameux « je vois que, je sais que, j'en déduis que ». Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que la surface de notre planète n'est pas figée. C'est une mémoire en mouvement. Chaque chaîne de montagnes est un monument érigé à la mémoire d'un océan disparu. Et chaque roche est une page du livre d'histoire de la Terre. Aujourd'hui, on a appris à déchiffrer quelques-unes de ces pages. Et ça ouvre une question vertigineuse. L'histoire que les roches sont en train d'écrire aujourd'hui, que racontera-t-elle aux géologues du futur ?